Bonjour à toutes et à tous, quatrième numéro de votre émission Audi Actu sur la 96.3 Victoire FM sur le www.radiovictoire.fm. Nous sommes jeudi 16 juin de l'an 2016, c'est une journée consacrée à l'enfant africain. Ce soir, Roufion est prêt pour l'acte 1 de cette édition. Stéphane, bonjour. Bonjour Gilda Sadiakoto. Conflit et crise en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants. C'est le thème retenu pour la 25e édition de la journée de l'enfant africain, célébrée ce 16 juin en souvenir du soulèvement des élèves de Soweto en 1976. Des réactions fusent de partout suite à la déclaration du chef de l'État qui souhaite confier les débats sur les réformes politiques aux intellectuels universitaires afin de donner des pistes de réflexion. Dans cette édition, vous écouterez la réaction du parti ADI et du CACIT. Cette édition, c'est également la partie débat et Gildas, l'identité de notre invité. Elle est la secrétaire générale de la CDP à la Convention démocratique des peuples africains et présidente du CAP 2015. Elle, c'est Madame Brigitte Kafi Adjamagbo Johnson. Elle sera incessamment des nôtres. Avec elle, nous allons décrypter l'actualité sociopolitique de notre pays, le Togo, surtout avec cette déclaration du chef de l'État sur les questions des réformes au Togo. Et vous aurez aussi le loisir de participer à cette émission, vous les auditeurs qui nous suivez sur les deux numéros que vous maîtrisez très bien, le 22, 21, 80, 99, le 92, 02, 80, 63. Et si vous êtes à l'étranger, faites précéder ces deux numéros de notre indicatif du Togo, plus 00 228. Et c'était le sommaire. Bienvenue à tous au journal. Le journal Stéphane Sédoufian. Et du social pour démarrer cette édition, c'est aujourd'hui 16 juin que la communauté africaine célèbre la journée de l'enfant africain. Une journée instituée depuis 1991 par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant en souvenir du massacre en 1976 des élèves de Soweto par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Le thème retenu cette année est conflit et crise en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants. Hier, dans un message, la ministre en charge de l'action sociale appelle à la sauvegarde des intérêts et au respect des droits des enfants. Tabinadi Yantare Kolani, ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. À travers ce thème, dont le choix a été fait suite à l'étude continentale commanditée en 2015 pour mesurer l'impact des conflits armés sur les enfants en Afrique, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant veut interpeller la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier à prendre conscience des effets des conflits sur le bien-être des enfants et à prendre des mesures appropriées pour sauvegarder et préserver les intérêts légitimes des enfants, leur droit à une vie saine et harmonieuse, à l'éducation, à la santé, aux jeux et aux loisirs. Un monde digne des enfants se veut un monde exempt de guerre, de conflits et de terrorisme. Un monde où tous les enfants, sans exception aucune, ont la possibilité de jouir en toute sérénité de leurs droits à l'éducation, à la santé, à la sécurité, bref, d'un environnement porteur de toutes les opportunités propres au développement harmonieux des enfants, futurs acteurs du développement humain durable, piliers de l'émergence de tout pays. J'invite par conséquent les parents à fonder l'éducation de leurs enfants sur le respect de ces principes et valeurs qui sont le fondement d'un véritable développement. Et ces enfants et adolescents constituent la couche vulnérable de la société. Pour pouvoir apporter les informations sur la santé génétique et droits sexuels, l'éducation sexuelle complète et définir les orientations pour une budgétisation sensible à la protection des enfants et adolescents, le réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo Relutet a échangé hier avec les parlementaires. Kodjo Edouard Guadjo, président de Relutet, pour plus de détails. Je disais tantôt que le réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo Relutet a échangé avec les parlementaires hier. C'est pour amener ces parlementaires ou députés à voter un budget sensible à la protection des enfants et adolescents qu'ils ont organisé. Et cette journée d'échange, nous allons écouter Kodjo Edouard Agwadjo. Il est le président de Relutet pour plus de détails. La technique me fait signe que l'élément n'est pas disponible à la portée de main. Et nous allons continuer. Cette journée d'échange est organisée en collaboration avec l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF et pour la directrice exécutive de cette
de l'ATBF, bien sûr, estime que les jeunes et adolescents n'ont pas tellement accès aux services de santé sexuelle et de reproduction. Docteur Toussa Solange, elle est la directrice exécutive de l'ATBF. Dans le budget de l'État togolais, à ce que je sache, aux dernières nouvelles, il n'y a que 0,49% de ce budget qui est consacré au problème des enfants au Togo. Notre souhait, c'est que ce taux soit relevé. Ce que nous avons proposé la dernière fois, c'est que ce taux soit relevé au moins à 0,7%. Le constat, c'est que le problème des enfants au Togo... L'État a fait des choses avec les organisations de la société civile, avec les associations. De grandes choses ont été réalisées, mais nous notons que beaucoup reste encore à faire. Aujourd'hui, l'accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes est très très limité. Il y a 18 centres de jeunes au Togo, dont 2 seulement créés par la TBF qui offrent les services aux jeunes et adolescents. Nos USP, nos centres de santé n'ont pas une intégration répondant aux normes qui puissent offrir un cadre favorable à l'accueil des adolescents et jeunes. Donc vous voyez que le jeune au Togo n'a pas un accès facile, ne peut pas se rendre facilement s'il a un besoin lié à sa sexualité, à ses droits sexuels. Il ne peut pas se rendre dans un centre de santé proche de lui parce que la question de l'accès géographique est là, mais également la question de l'accès financier. Les jeunes et les adolescents, on connaît leurs moyens et nous pensons qu'aujourd'hui on peut avoir une subvention de tous les services offerts aux adolescents et aux jeunes. Et nous venons sensibiliser les honorables députés pour qu'ils comprennent cette situation, pour qu'ils puissent être favorables quand les budgets vont venir, soit des ministères de tutelle, soit du ministère des Finances, que ces budgets soient acceptés et appréciés par ces honorables députés. À l'instant, la directrice exécutive de la TBF, Dr Toussa Solange. Radio Victoire. Notre deuxième titre à présent, la question sur les réformes politiques vient d'être relancée de nouveau par le chef de l'État en visite à Berlin en Allemagne. Ça fait un moment que ce sujet anime la classe politique. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles, les élections locales et la décentralisation sont les maîtres mots qui reviennent sur les lèvres tant du côté des partis de l'opposition, de la société civile, tant du côté des évêques et de la population. Y aura-t-il oui ou non limitation des mandats? Le débat est ouvert par le chef de l'État, mais il souhaite qu'il soit mené par les intellectuels et les universitaires. Fort et Sozina Nyasingbe au micro de nos confrères de Deutsche Welle. Mes adversaires diront que lui-même n'a qu'à parler du Togo d'abord, puisque nous n'avons pas la limitation des mandats, mais nous avons une réforme politique qui est programmée et prévue, au cours de laquelle nous allons débattre de ces questions-là. C'est pour ça que sur ce problème de limitation des mandats, je m'interroge plutôt. L'interrogation qui est la mienne aujourd'hui, c'est de savoir si on peut appliquer la même règle à tous les pays ou pas. Est-ce qu'une seule règle unique peut convenir à tous les pays? Donc le débat est lancé. La deuxième chose, c'est de dire que est-ce que parce qu'il y a une limitation, le peuple doit rester muet? Je crois que les intentions sont louables quand on veut créer un débat pour changer la Constitution. Disons qu'en réalité, c'est un peu des enjeux de pouvoir. Mon souhait en tant qu'Africain, c'est que ce débat soit mené par nos intellectuels, les universitaires, et qu'ils puissent nous donner des pistes de réflexion. Je pense que si on uniformise toutes les constitutions en disant que tout doit être limité à 2 mandats, il y aura des problèmes ici ou là, parce que nous n'avons pas les mêmes situations, nous n'avons pas les mêmes histoires. Je pense aussi que si on supprime cette limitation, nous venons de quelque part. Nous venons d'une situation où on trouvait les règnes un peu trop longs ou bien les présidences un peu trop longues, et nous avons trouvé ce moyen de correction-là qui a fait ses preuves dans certains cas, mais qui n'a pas permis d'éviter des crises dans d'autres cas. Donc c'est une question qui est difficile, et moi c'est avec toute humilité que je voudrais que le débat soit ouvert sans tabou et sans arrière-pensée. Ce qui est dangereux, c'est d'instrumentaliser cette question d'une manière ou d'une autre. Mais le débat ne peut pas être fait par nous, les politiques, parce que quelque part nous sommes en même temps des acteurs. Je crois que l'Afrique aujourd'hui regorge d'intellectuels, d'universitaires, d'une société civile assez dynamique qui peuvent mener ce débat-là. La promotion des libertés, l'état des droits sont quand même aujourd'hui une réalité sur une majeure partie du continent. Pas partout, c'est vrai. Nous-mêmes, on fait parfois ce procès. Mais je crois que ça a beaucoup progressé. La liberté de presse, la liberté de manifester, tout cela, c'est une réalité. Et vous venez d'écouter le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. Et les réactions en réponse à ces propos ne se font pas attendre. À l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, on pense qu'il y a déjà un lot d'intellectuels qui seront amenés à conduire ce débat. Dr François Kampatib, conseiller spécial du président national de ADI.
Si moi, personnellement, j'analyse l'ensemble de l'interview, je remarque qu'il y a des choses qui doivent être inquiétantes. Lorsqu'il manœuvre le langage de bois entre la limitation de mandat, on ne doit pas l'imposer à tous les pays. Et puis ensuite, il dit que de toutes les façons, un mandat ne doit pas être illimité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? S'il y a un pays en Afrique de l'Ouest dont l'histoire impose la limitation des mandats pour calmer la situation politique pour de bon, c'est le Togo. Le Togo a connu des difficultés du fait justement des mandats illimités. Tout intellectuel non manipulé qui dira le contraire fait de la forfaiture. Bien sûr, quand il parle des intellectuels, des universitaires, et qu'il dit qu'il ne faut pas instrumentaliser le débat, moi je comprends qu'il a déjà son lot d'intellectuels complètement instrumentalisés pour sortir des aberrations qui vont être entendues comme des idées des intellectuels. Nous sommes d'accord que la société civile soit fortement impliquée dans les décisions. D'ailleurs, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, les intellectuels sérieux et les gens de la société civile prennent le devant de la scène parce que nous savons que nous, les partis politiques d'opposition, nous avons atteint un niveau limité par nos égos, nos querelles et tout ça. Donc, que des intellectuels ou des gens de la société civile prennent le devant et nous amènent au changement que nous désirons, là, il n'y a pas de problème. Ce qui est problématique, c'est la manière dont c'est annoncé, où ce seraient des intellectuels qui recommenceraient un débat où on discuterait du sexe des anges, alors que l'enjeu est simple au Togo. Ce que la population veut, c'est la limitation des mandats. Point final. C'est l'élection à 2 tours. Cela, on l'a fait des sondages, il y avait 85% de la population. Ils veulent une chose qui est évidente. Pourquoi aller chercher des distorsions, des contorsions pour dire que selon l'histoire des pays, chaque pays va aller à son rythme? Tous les pays comme le Congo ou le Burundi qui entrent dans ce chemin-là, on voit ce qui se passe. Ce n'est pas le schéma de la paix qu'ils choisissent. Donc, moi je veux bien qu'on débatte sur la question, mais pour nous, il y a quelque chose au Togo au moins qui est évidente pour tous les Togolais. Nous voulons la limitation des mandats à 2. Nous voulons le vote uninominal à 2 tours pour les législatives et les présidentielles. Et puis d'autres réformes sur les élections. Nous voulons la décentralisation. Nous voulons des élections propres à la base pour créer la démocratie à la base. Nous voulons ça. C'est très clair. Autre son de cloche, c'est celui du CACIT qui est inquiet sur les instructions du chef de l'État. Pour André Kani Afanou, directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, les propos du chef de l'État viennent plutôt semer la confusion. D'abord, nous nous réjouissons de ce que le chef de l'État ait jugé utile de donner ouvertement sa position sur la question des réformes. Et nous, on a même été obligés la semaine passée d'organiser un débat public justement pour susciter les interventions auprès des acteurs politiques et comprendre quelles sont les positions des uns des autres. Comme que le chef de l'État, en écho un peu à tout ce qui a été fait, vienne réaffirmer que les réformes sont nécessaires et qu'il juge utile de donner une direction, je pense que le principe est bon. Maintenant, sur le fond de ce que le chef de l'État a dit, moi, je suis plutôt inquiet. Parce que lorsque vous comparez ce qui a été fait dans d'autres pays, même dans les pays occidentaux, lorsqu'un chef d'État arrive et qu'il veut faire les réformes, on sait que ça n'a jamais été facile de faire les réformes. Mais si vous êtes convaincu que ces réformes sont utiles pour le pays, vous les mettez en œuvre et vous faites en sorte que vous puissiez convaincre et la classe politique et toutes les parties prenantes. Ici, on a l'impression que l'opposition, la société civile, les évêques, les religieux, la communauté internationale réclament des réformes dans un sens précis. La limitation de mandat, le mode de scrutin à 2 tours et le déverrouillage des institutions. Ça fait 10 ans que cette réclamation existe. Et il y a eu plusieurs instances, et c'est là où c'est étonnant la proposition du chef de l'État, au sein desquelles il y a eu des universitaires. L'accord politique global a été signé avec la présence d'un certain nombre d'acteurs politiques, mais aussi d'acteurs de la société civile. Lorsqu'on a compris le CPDC 1 et le CPDC 2, il y a eu des acteurs de la société civile, il y a eu des universitaires. Donc, nous nous posons la question de savoir quelle est la portée du travail que le chef de l'État éventuellement veut confier aux acteurs dont il a parlé. Parce qu'en réalité, il n'a pas dit qu'il va créer une commission. Il a juste dit que la réflexion va être faite par les universitaires. Et ça nous rend encore plus perplexes. La question lui a été posée de savoir quelle est son opinion sur la limitation de mandat. Et là encore, plus inquiétant, je dirais, contrairement à ce qui est promu aujourd'hui au niveau international, le principe selon lequel il faut que quelqu'un vienne gouverner le pays, il donne le meilleur de lui-même et qu'il parte, le chef d'État semble ne pas rentrer dans cette logique-là. Et il semble comprendre la logique de ces États comme Sassou Nguesso, Paul Biya, Robert Mugabe, Nkurunziza, Yahya Jammeh, qui veulent s'éterniser au pouvoir, ce qui est condamné et par la société civile et par la communauté nationale. On sait déjà que ce qu'il y a à faire, c'est limiter le mandat présidentiel, c'est opter pour le mode de scrutin à 2 tours et c'est déverrouiller les institutions.
institutions. Donc c'est là où le propos du chef de l'État semble venir semer plutôt de la confusion, alors que c'est lui qui, lorsqu'il y a justement des incertitudes, c'est lui qui doit nous situer sur où est-ce qu'on peut aller. Vous suivrez après les informations nationales la position de la CDPA sur le sujet, et ce serait dans la partie débat. Mais en attendant, quelle solution aujourd'hui pour parvenir aux réformes politiques tant souhaitées par les acteurs? André Kani Afanou pour une proposition de solution. Que doit faire l'opposition? Que doivent faire les citoyens? D'abord, l'opposition, je n'ai pas de leçon à leur donner, mais je constate simplement que le parti qui est le premier parti de l'opposition, donc celui du chef de file, devra forcément lui aussi questionner sa stratégie. Ils ont marché de 2010 à 2015. On sait qu'au final, ça n'a pas donné les résultats espérés. Je ne sais pas si eux, ils espéraient d'autres choses, mais les résultats qu'ils ont annoncés n'ont pas été obtenus. À partir de ce moment, le chef de file de l'opposition doit opter pour une démarche inclusive. Si moi j'étais à sa place ou si je pouvais lui donner un conseil, moi je lui demanderais d'aller vers les autres leaders de l'opposition pour qu'ensemble ils questionnent la stratégie. Ensuite, qu'avec la société civile, avec les médias, qu'ils fassent clairement des propositions alternatives. C'est-à-dire qu'au fond, la question des réformes peut être résolue par un projet de loi à l'Assemblée nationale. Ça a été essayé l'année passée, ça n'a pas réussi. Pourquoi l'opposition n'essaye pas encore un nouveau projet de loi, un texte clair, un texte qui pourra obtenir aussi l'adhésion de UNIR? Et donc si l'opposition fait cette démarche, si la société civile s'y associe, si les médias s'y associent, si les forces vives de la nation s'y associent, si les médias comprennent cette proposition-là, je pense que le parti au pouvoir n'aura plus le choix. Si je pouvais me permettre une observation ou une suggestion, c'est ce que je ferais, et à l'opposition, et aux acteurs de la société civile, et aux médias. À l'instant, le directeur exécutif du CACIT, André Kani Afanou. De la religion dans ce journal, la communauté internationale des hommes de l'Afrique de plein évangile organise le samedi 18 juin la première édition du forum Rebondir, un moment de partage et d'expérience entre les hommes d'affaires qui réussissent leur vie et ceux qui semblent avoir tout perdu. Des précisions avec Dr Kounetron Chepi, deuxième vice-président de la SIAP. Ce forum que nous dénommons Forum Rebondir répond aux missions, au point 4 de la mission de cette association, qui est de former et de préparer des hommes pour remplir cette grande mission que le Seigneur a laissée à ses disciples, former et préparer. Donc, le Forum Rebondir se veut un oasis de restauration, de transformation et de percée en Jésus-Christ, comme quoi on peut réussir au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se propose chaque année d'offrir un cadre de restauration chrétienne basé sur les promesses divines contenues dans la parole de Dieu. Vous écouterez donc des témoignages édifiants des frères ayant vécu des épreuves, des situations similaires, et vous serez encouragés donc à reprendre espoir et surtout à attendre patiemment l'intervention de Dieu pour nous sortir de ce que nous appelons les fosses et enfin nous aider à nous dresser debout sur le roc qui est le Seigneur Jésus pour pouvoir prendre un nouveau envol et réussir dans notre vie professionnelle. Et quelles sont les conditions de participation à ce forum Rebondir? Nous réécoutons Dr Kounetron Chepi. Tous les professionnels, tous ceux qui se retrouvent ou bien tous ceux qui trouvent un intérêt dans cette thématique peuvent participer à ce forum-là. Et c'est pour les professionnels, les hommes d'affaires, les cadres de société, ceux qui travaillent dans l'administration publique ou privée, en tout cas tous ceux qui traversent et travaillent et qui sont confrontés à des situations pareilles peuvent s'inscrire et venir. Mais aussi ceux qui réussissent déjà dans la vie professionnelle, ceux qui ont de très beaux témoignages de comment est-ce que Dieu les a élevés sont les bienvenus. C'est eux qui vont nous encourager et qui vont aider d'autres aussi à progresser. Donc ce n'est pas seulement ceux qui ont des difficultés actuellement, mais c'est les chrétiens qui réussissent dans les affaires, qui ont été bénis par Dieu et qui peuvent venir partager en quelques minutes leurs témoignages pour encourager les autres sont les bienvenus. Les conditions de participation, une participation forfaitaire de 10 000 francs par personne. L'inscription se fait chez le président du chapitre. Nous sommes des chrétiens, nous avons besoin d'être restaurés, rétablis et aller et porter de fruits. Et je suis convaincu qu'au travers de ce forum, beaucoup de professionnels seront restaurés, seront encouragés et peuvent maintenant mettre leur confiance en Jésus et Jésus seul et savoir qu'au travers de Jésus-Christ, nous pouvons réussir tout ce que nous entreprenons. Vous venez d'écouter le deuxième vice-président de la SIAP sur le forum Rebondir. Et c'est d'ailleurs sur son intervention que nous bouclons la première partie d'audiature de ce jeudi. Après la pause commerciale, la partie débat et notre invité, il s'agit de Madame Brigitte Kafia Diamago. Hey,
tu as eu sale mine. Je réponds à un appel d'offres. Et mon ami qui me file les informations au ministère s'est fait prendre. Comme d'habitude, je lui ai donné de l'argent pour avoir des informations confidentielles. Je t'ai toujours dit d'arrêter ces pratiques. Surtout avec l'avènement de l'ARMP qui lutte contre la corruption dans les marchés publics. Tu t'exposes à l'exclusion de ton entreprise de la participation au marché public pour plusieurs années et à des poursuites pénales. L'ARMP est le garant de la transparence et de l'équité dans la gestion des marchés publics. Elle surveille vos faits et gestes dans la passation et l'exécution de ces marchés et punit sévèrement tout contrevenant. Avec l'ARMP, on avance dans la transparence. Didi de kakwe le miama, la me seblibo, elle la belle tout la me semenonome, yemia pe dowo atom adedi nuit. Benimia khemona dolelewo abe abi pomedi de siade abi makumaku la meve alo de ditamu do de siade pomedi ple la me semano mesiko le gosia gomea. Wo taemie de pharma herbe fe amati wo de go. Pharma herbe nye amati fiasiade ti drana jojome amati siwo wo dokpo eye wo tro asi le wo amati sia o penade amon le abidole le sesi mavo wo me. Pharma herbe fe amati wo de du tanto 3 gohan mi do to da se didi siada. Abuan que m'doit le tiama den abiagbe pupu que m'sa pharma herbe considère le cas le pouze le cas pharma herbe o nyonto. Niauha mi gede pharma herbe pour me galame le 22 36 36 35 ji ni le 8 novisi pe kwa me le lume jengob s betao. Pharma herbe ni gutuna jojome lamse matio. Économisons l'énergie électrique en éteignant la lumière électrique chaque fois que nous sortons d'une chambre. Chaque fois que vous éteignez une ampoule, vous gagnez pas moins de 35 francs par heure. Pensez-y. Protégeons notre planète des gaz à effet de serre en économisant l'énergie électrique. Ceci est un message de la CET avec la participation du Fonds pour l'environnement mondial. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Faure-Sezimna Gnassingbé, Lomé accueille du 21 au 22 juin le Forum africain de l'investissement hôtelier. Après Dubaï, Addis Abeba, Nairobi, etc. C'est la capitale togolaise qui servira de cadre à cette rencontre des investisseurs nationaux et internationaux majeurs, des entrepreneurs de haut niveau, d'importants acteurs hôteliers et du tourisme, ainsi que des représentants des gouvernements de la sous-région et du reste du monde. Dynamiser l'investissement hôtelier en Afrique, mettre en valeur les opportunités qu'offre le continent, promouvoir le partenariat public-privé, rehausser les acteurs clés de l'industrie touristique. Tels sont les objectifs de ce grand rendez-vous. Le Forum africain de l'investissement hôtelier, c'est du 21 au 22 juin 2016 à l'hôtel Radisson Blu de février à Lomé. Non, fini que tu copes va. Et là, me plaît. Donc, il t'a la tikonami. Il me va me pleuvoir. Ah, et quand me tsunami, Et ni boy on est iname. Soigné, vigne, plaignent, Tommy, les iname me voit. Mais il n'en vigne le mode. Pourquoi don't you know, blase coup d'okita bang, la ticare, inambe carne à menos de wontoeni. Ah, et il n'y a qu'au quoi. Bélé. Et moi, fimon ou alors catafiti. Fiagate, retourne en terre. Attends, il n'a pas dans la vie, on a mené, il n'a pas de me benau. Le catafiti, mon vovo, autocaca, et titré de senti, il n'a pas de quoi dans la vie, à bio, va trop tout fait. Alors, allez au démon enfin. Mais l'on va y entendre, il va dire gabon. Il y a me ben le sang du catafiti. Bon, ma job, il n'a pas me béga. Merci Stéphane Sedoufio pour la première partie de cette édition. Vous êtes sur la 96.3 Victoire FM sur le www.radiovictoire.fm sur les réseaux sociaux. Notre invité ce matin, comme nous le sommes dans les titres, c'est Madame Brigitte Kafia Djamagbo Johnson. Elle est la secrétaire générale de la CDPA et présidente du CAP 2015. Elle est déjà avec nous. Madame Brigitte Kafia Djamagbo, bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditrices et auditeurs. Merci de répondre à notre invitation matinale. Je vous en prie. Et vous avez bravé peut-être les intempéries, l'embouteillage pour venir ce matin dans cette émission. En ces périodes de pluie, madame, comment voyez-vous le nouveau visage de la ville de Lomé avec les nouveaux chantiers ouverts par-ci et par-là?
Écoutez, il y a toujours des problèmes. Je note que à certains endroits de Lomé, il est toujours difficile de circuler. C'est vrai qu'il y a eu des chantiers qui ont été réalisés, mais je pense que si on devait noter, le maximum qu'on puisse donner, c'est peut mieux faire. On a encore du travail. Peut-on craindre le pire dans les jours à venir si les pluies là commencent par... Ça ne vient que de commencer et j'espère que des dispositions idoines seront prises pour prévenir le pire. Mais le gouvernement fait d'énormes efforts pour mettre la population à l'abri de toutes ces intempéries-là. Mais c'est le résultat qui compte. C'est le résultat. Et le résultat, à ce qu'on voit, est que ce n'est pas assez. Et je pense que, souvent, on relève aussi une certaine responsabilité des populations des populations. Mais je crois que c'est aussi le rôle des administrations concernées d'éduquer les populations et de prendre des dispositions pour que les équipements publics soient bien entretenus. Et vous aussi, au niveau des formations politiques, vous pouvez aussi sensibiliser vos militants sur mais on fait une éducation à la citoyenneté de manière générale, mais ne transférez pas à titre principal cette responsabilité-là sur les partis politiques. Ce n'est pas notre rôle principal. Est-ce que vous le faites quand même? On le fait. On aborde les questions relatives à la citoyenneté. Venons à votre formation politique, la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains. Politiquement, son bulletin de santé, comment ça se présente? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui intéresse les Togolais en ce moment. Ce qui les intéresse, c'est comment faire pour que enfin l'horizon soit dégagé dans ce pays, que les Togolais puissent rêver d'un avenir meilleur, se baser sur des faits objectifs, des changements concrets pour se dire, enfin, on peut espérer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et vous le faites déjà au niveau du CAP 2015. Bien sûr. Vous êtes la coordinatrice et vous multipliez les actions, les manifestations sur le terrain pour que les populations vivent mieux. Le 21 mai, vous étiez dans les rues. Le 4 juin aussi, la même chose. Le 25 aussi, vous projetez encore une grande manifestation. Pourquoi toutes ces manifestations? Une idée encore sur les objectifs de ces manifestations? D'abord, je voudrais dire que manifester, c'est une arme, c'est l'arme suprême en démocratie. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on use de cette arme, mais je voudrais dire que nous ne faisons pas que ça. Nous ne faisons pas que ça. Il y a d'autres actions de couloir, d'autres actions qui accompagnent ces marches et meetings que nous organisons. Maintenant, vous demandez pourquoi est-ce que nous les organisons. Eh bien, le sujet est d'actualité. Nous voulons que enfin les réformes tant attendues voient le jour dans notre pays, et nous voulons que la décentralisation, qui est quelque chose d'extrêmement salutaire pour les populations, si elle est bien conduite, eh bien, nous voulons que le processus tel qu'il est engagé soit rapidement redressé dans l'intérêt de nous tous, des populations, et pour un réel développement à la base du Togo, pour que la démocratie puisse s'enraciner véritablement aux confins du Togo, et qu'on puisse espérer demain un Togo meilleur, où il fasse bon vivre. Mais on notait peu d'engouement autour de vos manifestations ces derniers temps. Est-ce que vous-même, vous êtes conscient? C'est vous qui le dites. Il n'y a pas peu d'engouement. Il n'y a pas peu d'engouement. Au contraire, les gens comprennent qu'ils doivent manifester. Les gens se réveillent. Ce qui se passe, c'est
que la lutte a été extrêmement longue. La résistance de l'adversaire est farouche et on a tendance à baisser le bras. Comme par ailleurs, la vie au quotidien est de plus en plus difficile pour chaque Togolais, eh bien, les gens ont eu tendance à se replier sur eux-mêmes et à donner priorité à leur survie plutôt qu'à la lutte. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons vraiment de la lettre des évêques qui vient faire une mise au point et qui vient dire attention, ça sonne un peu le réveil, attention, la chose politique, c'est d'abord la vôtre, c'est à vous la politique. Ce n'est pas aux gouvernants, ce n'est pas le monopole des gouvernants, ce n'est pas le monopole des chefs de partis politiques, mais c'est d'abord votre chose en tant que citoyen. Et c'est ce message que nous essayons de faire passer et qui prend progressivement. Et à part Lomé, est-ce que vous véhiculez les messages de cette lettre épiscopale du 26 avril? Bien sûr, on a donné des consignes. On a donné des consignes dans les partis, au sein des partis, pour que cette lettre des évêques soit vraiment un outil de travail, soit une boussole. Et nous, à la CDPA, ce que nous avons dit à nos fédérations et sections, c'est qu'à chacune de leurs réunions, que au moins une demi-heure soit dédiée à présenter un extrait de cette lettre des évêques et à commenter de manière à nourrir les militants. Et ça se fait sur le terrain? Ça se fait. Nous vulgarisons. Et je me demande même si on ne gagnerait pas à traduire cette lettre dans les langues locales. Oui, absolument. Absolument. C'est ce qu'il faut. Donc c'est un projet que vous nourrissez dans l'avenir, peut-être traduire cette lettre-là dans la langue locale. C'est une suggestion que je fais aux auteurs de cette lettre-là. Vous venez de le dire qu'à part les manifestations de rue, vous faites aussi d'autres démarches de couloir. Et dans cette démarche-là, vous aviez dit en tout temps que vous avez saisi le chef d'État ghanéen, John Mahamad Dramani et Alassane Dramane Ouattara, pour qu'ils interviennent dans le débat sur les réformes au Togo. Pourquoi vous avez saisi ces deux chefs d'État? Vous le savez, et les Togolais le savent, à moins que peut-être qu'on n'en a pas suffisamment parlé à l'époque, mais ces chefs d'État ont fait un diagnostic qui est un diagnostic qui est juste. Je réentends encore le président Alassane Ouattara dire, nous savons que le problème du Togo, ce sont ces réformes qu'on n'arrive pas à faire. C'est ça qui crée tous ces problèmes. Eh bien, nous disons ça suffit. Ça suffit maintenant, il faut faire ces réformes. Après ces élections-là, nous allons en parler au prochain sommet de la CEDEAO et nous donnerons un délai au Togo pour faire des réformes au risque de prendre des sanctions. Il faut qu'on en finisse. Nous veillerons à cela. Alors, le sommet qui a suivi, c'était celui d'Accra, au cours duquel il était question d'adopter un protocole sur la limitation des mandats. Et vous avez vu que la Gambie et le Togo, les seuls pays qui se sont prononcés contre, c'est le nôtre et le Togo. Et c'est notre chef d'État qui était là personnellement et qui a pris position. Nous, on espérait que après cette prise de position-là, ils en tireraient les conséquences et qu'ils feraient ce qui devait être fait pour mettre la pression et que les réformes soient effectuées. Mais apparemment, je pense que la sanction a plutôt été morale qu'autre chose, parce que connaissant les ambitions de notre diplomatie,
ce n'est pas la présidence de la CEDEAO qui déplairait au Togo. Malheureusement, nous ne donnons pas le bon exemple pour aujourd'hui être à la tête de structures comme celles-là qui doivent refléter les aspirations profondes des peuples. Et c'est un appel que je lance. Il faut être cohérent. C'est vraiment une satisfaction pour nous si notre pays, le Togo, arrive à rayonner à l'extérieur. Et personne ne se contenterait d'une situation où le Togo serait dans une position de brebis galeuse dans le concert des nations. Mais il faut que le gouvernement comprenne qu'il doit être cohérent. Vous devez vous comporter de manière à être à la hauteur des ambitions que vous affichez à l'étranger. On ne peut pas feindre tout le temps, on ne peut pas bluffer tout le temps. Quand on bluffe, il y a des effets, mais ces effets sont très limités. Donc il vaut mieux faire les choses comme il faut pour mériter la place à laquelle on aspire. Vous les avez relancés sur leur engagement vis-à-vis du Togo en leur adressant des notes. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez une réponse satisfaisante de leur part? On a annoncé cette action et c'est déjà bien parce que nous estimons que nous sommes redevables. Redevables à ce peuple, nous sommes comptables devant ce peuple des actions que nous menons pour faire avancer la question des réformes au Togo, mais comprenez que on est en diplomatie et que nous ne pouvons pas tout dire non plus. On ne peut pas faire de la diplomatie en direct. Il y a certaines choses que Voilà. Donc, ce qui est sûr que vous insistez qu'ils respectent leur engagement. Absolument. Absolument. Il y a de cela un an et quelques au lendemain de la présidentielle. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous ne nous limitons pas qu'à ces chefs d'État. Parce que nous avons fait un constat, c'est que le régime qui se retrouve seul sur le champ diplomatique a les mains libres pour faire la promotion de sa vision, qui est de faire en sorte qu'il reste indéfiniment au pouvoir. Il n'y a pas de contradiction, on ne lui apporte aucune contradiction sur ce champ, mais sachez que nous sommes décidés à investir davantage le champ diplomatique aussi. À aller avec les chancelleries, absolument, avec les deux chefs d'État pour faire la pression. Absolument, pour qu'il y ait un autre son de cloche pour ces réformes. Et on va parler de ces réformes politiques tant souhaitées par l'accord politique global signé en 2006. Si vous demandez ces réformes-là, les Togolais veulent savoir qu'est-ce que vous demandez au juste. Les réformes politiques, on entend les partis politiques dire... Mais Gildas, je suis étonné que vous me posiez cette question-là. C'est pour nous. Ce que nous demandons, ce n'est pas pour nous, ça n'émane pas de nous, ce n'est pas notre volonté. Juste un rappel sur les réformes politiques, les réformes politiques, qu'est-ce que vous mettez dedans? Juste un rappel pour ceux qui nous écoutent. Mais ça a été clair, Les points devant faire l'objet de réformes ont été identifiés depuis. Et il y a eu, Dieu merci, pas très longtemps, un sondage qui a confirmé que ces points sont très importants pour les populations. Le sondage Afrobaromètre. Le sondage Afrobaromètre. 85% veulent des réformes, mais veulent de manière précise qu'il y ait limitation de mandat et que les élections... l'élection présidentielle et les élections législatives puissent se dérouler selon un scrutin à 2 tours. On veut que les institutions
soit recomposée, soit revue de sorte que elle se comporte vraiment comme des institutions républicaines et non comme ce qu'on voit en ce moment où c'est le régime qui a mis main basse sur ces institutions et les manipule comme il veut. C'est des points concrets. La décentralisation, les Togolais veulent aller vers ça. Donc, tout est déjà identifié en réalité. Et l'expression de la volonté du peuple d'aller vers ces réformes est on ne peut plus clair. C'est là que je m'interroge, Je m'interroge sur certains des propos que j'ai entendus. Oui, on va revenir sur ces propos-là. Toutes ces réformes-là sont contenues dans l'APG que le Togo a signé il y a de cela bientôt 10 ans. Mais lors d'une rencontre avec la société civile, l'autre fois, un membre du parti au pouvoir a quand même jugé caduque l'APG. Est-ce que ça vous surprend? Ça ne me surprend pas. Lui, il croit bien faire. Il croit servir les siens. Et dans ce milieu-là, vous savez comment ça marche. C'est le zèle à fond qui marche si vous voulez être promu ou rester dans les bonnes grâces du souverain. Mais c'est dommage. Et ce que j'observe, je ne sais pas si les Togolais l'ont observé aussi, c'est qu'il y a eu une réaction dans la salle même, émanant de quelqu'un qui est censé être du régime, en tout cas qui a annoncé officiellement qu'il rejoignait UNIR, et cette réaction, elle est édifiante. C'était surréaliste de l'entendre interpeller M. Maganawe qui défendait la Est-ce que pensez-vous que Florent Maganawe, c'est lui-même qui a dit ça? Il a dit ça au nom du parti, parce que le porte-parole du parti, est-ce que lui-même peut se lever et déclarer caduque l'APJ sans le consentement peut-être de la base? Oui, mais la question qui lui a été posée était intéressante. On lui a demandé est-ce qu'il s'exprime au nom du parti ou au nom d'un courant de ce parti. Et vous comprenez, ça confirme ce qui se passe dans ce parti-là. Ça confirme ce qui se passe. Mais je constate que malheureusement, le chef de l'État adhère à ce courant-là qui est, au nom duquel M. Florent Maganawe s'est exprimé. Parce que quand vous analysez sa première sortie d'Accra, où il a pris position clairement contre le multipartisme, et que vous y joignez les propos qui ont été tenus récemment, vous en concluez que c'est quelqu'un qui n'est pas convaincu qu'il faut la limitation de mandat au Togo. Et justement, lui veut confier le débat aux universitaires, aux intellectuels, que bon, ils vont faire le boulot, après ils vont vous proposer en tant que politique des pistes de solutions. Ce que je voulais dire dans ce domaine, c'est que dans tout pays, on a besoin des universitaires, on a besoin des intellectuels, que l'élite intellectuelle s'implique dans le débat politique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous déplorons parce que nous trouvons que cette élite ne s'implique pas suffisamment dans le débat politique. Mais de là à dire que c'est l'élite qui doit décider pour le peuple, mais alors, je pense que le chef de l'État se trompe. Peut-être qu'il se dit, ça va être facile pour moi de manipuler ce qu'il appelle les universitaires. Dans tous les cas, ça doit être plus facile à manipuler que de manipuler tout un peuple. Mais je trouve que c'est extrêmement grave en démocratie, ce qu'il vient de dire. Et qu'en réalité, il faut que ce soit le peuple qui s'exprime. Et le peuple s'est exprimé. Joachim et Gildas, voyez-vous,
Dans cette histoire, après avoir entendu le chef de l'État hier, je me disais, mais bon Dieu, finalement, est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu comme à la fin des années 80, au début des années 90. Avec le parti unique. Du temps du parti unique, où il était question d'une consultation dans tout le Togo pour voir est-ce que le peuple veut vraiment qu'on abandonne le parti unique. Et ceux qui ont été chargés de cette tâche sont revenus dire « Oh, Monsieur le Président, le peuple est bien avec ce qui se passe. Le peuple ne veut pas la fin du parti unique, on ne veut pas de pluralisme politique et tout. » J'ai un peu l'impression, c'était un subterfuge pour refuser le changement. Et je crois, aujourd'hui encore, j'entends le chef de l'État se prévaloir du peuple, invoquer la volonté du peuple pour se demander est-ce que c'est ce qui convient. Mais voyons, il n'y a plus de doute. Donc vous voyez derrière cette proposition de l'État l'idée de s'éterniser au pouvoir? Non seulement de s'éterniser, oui, c'est très clair, de s'éterniser au pouvoir et d'empêcher les changements. Mais je trouve cela très grave, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si jamais on enlève à ce peuple toute perspective d'alternance, mais écoutez, quand j'entends des propos du genre, on pense que les réformes, c'est l'alternance. Ben oui, et alors, nous voulons les réformes pour qu'il y ait alternance dans ce pays, parce que c'est une aspiration profonde du Togo et c'est démocratique. Que de limitation du mandat, c'est vrai qu'on parlait de 2 tours, 2 mandats, mais il a dit que les réalités ne sont pas les mêmes partout en Afrique. On ne peut pas appliquer les 2 mandats partout sur le continent. Pourquoi? En tout cas qu'il parle, déjà qu'il s'inspire de son peuple. Et au moins qu'il dise qu'au Togo, c'est une aspiration des Togolais. Moi, je l'aurais compris si tout de suite il avait dit, non, dans mon pays, ce que je gouverne, il y a des indicateurs objectifs qui montrent que et vu le passé, l'histoire justement du Togo, ce qu'il faut, ce que les gens veulent, c'est l'alternance. Maintenant, je ne peux pas me prononcer pour les autres pays. En tout cas, c'est ce que je sais. Moi, j'aurais compris si c'était exprimé comme ça. Mais il a parlé comme quelqu'un qui n'a pas la vision véritablement de démocratiser son pays. Et pourtant, il n'a pas le courage de dire, il ne le dit pas, il parle, il est hésitant. Selon lui, c'est comme si vous les politiques, si vous faites le débat, vous mettez trop de la passion, chacun veut tirer le drap de son côté, c'est dans ce sens-là qu'il veut laisser ces questions de réforme-là aux universités, société civile, de vous proposer, mais non, il se trompe. De vous proposer des pistes de solutions. En démocratie, vous allez chacun a sa place, et nous, partis politiques aussi, nous avons notre place. Et si ce débat, un débat aussi essentiel, on ne peut pas le mener avec passion, je ne sais quel débat on devrait mener avec passion. Il s'agit de défendre des convictions profondes. Et c'est sain, pourvu qu'on se respecte dans ce débat-là, mais qu'on le mène avec passion. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Parce que c'est une question qui touche le cœur de notre société. Ça concerne le vivre ensemble. Et tant qu'on n'aura pas fait en sorte que chaque Togolais se sente à l'aise, que on n'ait pas l'impression que notre avenir est hypothéqué, qu'il y a un peu comme un gros poids qu'on a mis sur chacun d'entre nous et qui nous empêche de respirer,
qui nous empêche d'évoluer. Tant qu'on n'aura pas résolu cette question, ben notre pays sera toujours en crise. On a beau dire le Togo est sorti de crise. De quelle crise? Il ne faut pas nier l'évidence. On est sorti de crise, c'est pourquoi les partenaires courent derrière nous. Le chef de l'État était en Chine et en Allemagne. On va revenir sur... Les partenaires courent derrière nous. Les partenaires savent ce qu'ils veulent et c'est de bonne guerre. Les partenaires défendent leurs intérêts. Il s'agit pour nous aussi de nous mettre en mesure de défendre nos intérêts à travers les dirigeants que nous aurons librement choisis, qui auront l'adhésion de tout le peuple, qui se sentiront comptables devant ce peuple et qui se battront pour les intérêts de ce peuple-là. Donc cette déclaration du chef de l'État au niveau du CAP 2015, ça a jeté quand même un froid. C'est comme si vous êtes... diminuer dans vos efforts. D'abord, non. On a coupé de l'herbe sous vos pieds. Au contraire, c'est une déclaration qui confirme que nous devons redoubler d'ardeur et redoubler de vigilance. Non seulement au CAP 2015, mais je vous ai dit tantôt qu'on se retrouve un peu comme à la fin des années 80, au début des années 90. Et il faut avoir recours aux mêmes stratégies qu'on a utilisées. Ça veut dire que vous allez réorienter... il faut une mobilisation, c'est clair. Vous savez déjà, nous avons commencé déjà à tirer les leçons de la dernière élection présidentielle, où nous avons dit clairement qu'en l'état actuel des choses, les élections ne constituent pas la solution au problème du Togo. Nous avons dit qu'il faut que le peuple prenne ses responsabilités. À quoi faisant? Il faut un mouvement. Il faut un vaste mouvement comme on en a eu au début des années 90 pour forcer le régime à aller de l'avant. Peut-être vous appelez la population à une révolution. Les indicateurs sont les mêmes. On a les indicateurs, les signaux sont les mêmes. Le régime vient de nous dire ce que vous avez demandé, ce que vous demandez depuis des années. Eh bien, nous ne pensons pas que ce soit une bonne chose pour vous. Mais moi, j'applique les fondamentaux de la démocratie et de la politique. Ces fondamentaux, c'est que celui qui est souverain, c'est le peuple. C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est chacun d'entre nous. Le peuple l'a exprimé quand même dans les urnes le 25 avril dernier. Justement, il faut faire en sorte que ce que le peuple exprime dans les urnes, que désormais, que ce soit ça qui soit reflété dans les résultats. C'est de ça qu'il est question. C'est aussi de ça qu'il est question. Et comme on n'arrive pas à le faire, comme les tenants actuels du pouvoir feignent de ne rien voir, ils sont dans le déni total. Ils sont dans le déni. Je ne sais pas si c'est les rapports qui viennent, des rapports tronqués qui viennent du terrain. C'est vrai que les Togolais souffrent. Les Togolais peinent à vivre au quotidien. Mais de là à dire, on renonce à notre droit fondamental de vivre comme un peuple libre, eh bien là, c'est un pas qu'il ne faut pas sauter au risque de payer très fort pour ce forfait, cette forfait. Donc au-delà de la mobilisation du peuple, cette déclaration du chef de l'État va vous conduire au niveau du CAP 2015 à définir d'autres perspectives pour vos nous en tirerons toutes les leçons. Nous en tirerons toutes les leçons, nous redoublerons d'ardeur, nous ajouterons des stratégies. Aujourd'hui, je pense que le consensus est en train de se dessiner sur le fait qu'il faut un vaste mouvement. J'ai même entendu un acteur politique dire... Un mouvement citoyen. Oui. Et nous connaissons à la CDPA,
vous devez savoir que ce n'est rien de nouveau. Ce n'est rien de nouveau pour nous. Nous avons, c'est des stratégies que nous avons utilisées par le passé pour contribuer avec d'autres acteurs au changement que nous avons connu au début des années 90. Et nous l'avons déjà dit, il est temps de faire à ce pays un autre pas qualitatif, un saut qualitatif. Et je pense que tous les acteurs doivent en tirer des leçons. Et puis, oui, c'est vrai, on va parler de l'unité aussi de l'opposition. Ça peut vous aider quand même à gagner beaucoup de choses. Cette unité-là manque à notre opposition togolaise. Aussi, la rencontre du H-Crune dans la foulée qui vous convie à une rencontre d'échange. On va aborder tous ces sujets-là derrière ceci, le temps de servir nos annonceurs. Notre invitée, c'est Mme Brigitte Kaffi Adjamagbo Johnson, secrétaire générale de la CDPA et présidente du CAP 2015. Madame, aujourd'hui, avec cette déclaration du chef de l'État, on sait que c'est en Allemagne que cette déclaration a été faite. Jusque-là, en Allemagne, c'est un pays démocrate. Pour certains, si aujourd'hui l'Allemagne n'a pas réagi par rapport à cette déclaration, ça veut dire que le chef de l'État a l'aval de ce pays en disant tout ceci. L'aval d'un pays étranger, je ne sais vraiment pas à quoi ça peut servir. Et là aussi, je voudrais bondir sur cette question-là pour dire, mais ce qui confère la légitimité à un gouvernant, ce n'est pas le fait que on ait organisé des élections qui a été acceptée par la communauté internationale. Mais c'est plutôt et ça même le pas fait que le peuple soit d'accord avec les résultats qui ont été proclamés et que ces résultats-là reflètent vraiment le choix du peuple. Et je suis désolé quand les résultats qui sont proclamés sont effectivement ceux exprimés dans les urnes, on ne proclame pas les résultats des élections de la manière dont on les a proclamés au Togo en 2015. Ce n'est pas possible, chacun sait. Donc, je crois que le régime a besoin qu'on l'aide à retrouver les marques fondamentales de la démocratie. Il faut pas, il a du mal à réaliser que les temps ont changé et en démocratie, la légitimité, on la tire de son peuple, mais pas d'une reconnaissance de la communauté internationale ou d'un pays donné qui, lui, ne fait que défendre ses intérêts. Nous ne pouvons pas critiquer aujourd'hui l'Allemagne parce que nous savons que tous ces pays sont confrontés à une situation économique difficile et que chacun cherche à s'en sortir. C'est de bonne guerre si on veut utiliser la coopération bilatérale pour régler ces problèmes. Mais c'est avec celui qui est censé défendre nos intérêts que nous avons des comptes à demander. Dans toute cette situation-là, il y a aussi la responsabilité de l'opposition togolaise. Pour certains, votre désunion a profité quand même, à laisser un boulevard au pouvoir en place de dérouler tout ça. Oui, une désunion savamment entretenue. Par qui? Par le régime, on le sait, qu'il fait tout pour diviser l'opposition. Mais je pense qu'il y a une solution. Et je le disais tantôt, il y a un consensus qui se dégage au sein de la classe politique de l'opposition et même de la société civile pour aller vers un vaste mouvement. Comme ceux des années, du début des années 90, qui ont permis d'obtenir les plus résultats. Vaste que CAP 2015, Arc-en-Ciel, d'autres regroupements. Je suis d'accord, laissez-moi aller jusqu'au fond. Ce mouvement-là, il est nécessaire.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est quand on demande que CAP 2015 soit dissous pour qu'on aille vers ce mouvement. Et pour certains, c'est juste pour la présidentielle de 2015. Non, c'est plus profond que ça. Il y a eu une confusion de genre. Ce qu'il nous faut, c'est nous mettre ensemble pour un objectif bien précis. Moi, je considère aujourd'hui que notre démocratie est en danger. C'est-à-dire que on ne veut pas nous empêcher, on veut nous empêcher d'aller au-delà de la démocratie de façade, d'asseoir définitivement les bases de la démocratie. On veut nous en empêcher et c'est grave. Il est temps que on force le régime à accepter ce saut qualitatif. Donc c'est un objectif précis. Aujourd'hui, nous avons identifié les points de réforme. Nous voulons que ces réformes soient effectuées. Ça peut être un objectif précis autour duquel le mouvement peut être constitué. Et vous y travaillez déjà? Moi, d'aucuns ont parlé du rôle que le chef de file de l'opposition doit pouvoir jouer. Je suis d'accord avec eux, mais lui-même en est conscient. Et je sais que il prendra ses responsabilités. Pour certains, il doit quand même rassembler tous les autres. Mais alors, quand on le dit, il faut qu'on le dise dans un esprit de sincérité. En réalité, cette histoire-là n'est pas seulement une affaire du chef de file de l'opposition. Il a un rôle à jouer, mais c'est une affaire de tout le monde. Donc que les gens ne tiennent pas ces propos en étant attentistes ou même avec en se disant bon, je veux pas aller plus loin. C'est juste un appel que je voudrais lancer pour que chacun prenne ses responsabilités et qu'on ne dise pas c'est celui-là qui n'a pas... Parce que c'est quand même l'avenir de tout un pays qui est en jeu. Il y a pour certains, vous n'associez pas, par exemple, intégrer les autres formations politiques. Vous dites qu'ils sont moins représentés. Vous dites que vous êtes autosuffisant. Je viens d'expliquer... Donc c'est ça aussi qu'on reproche. Non, je viens d'expliquer que ce qu'il est question de mettre en œuvre ne suppose pas nécessairement que CAP 2015 soit dissous. Attention, CAP 2015, ce que ça représente, il ne faut pas le banaliser. C'est des efforts, c'est de la sueur, c'est des jours et des jours de travail, c'est des compromis. Et bâtir un regroupement au sein duquel on fait l'effort d'harmoniser un tant soit peu nos points de vue, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un acquis pour la lutte de l'opposition tout entière. Pourquoi voulez-vous qu'on détruise cet acquis pour construire quelque chose de plus aisé à faire, mais qui a l'avantage d'être plus vaste? Je dis que c'est plus aisé parce que les enjeux sont précis, sont clairs, ils ne sont pas forcément partisans. Peut-être pour certains, il faut changer de domination. À CAP 2015, vous avez seulement 4 formations politiques. Mais les gens ne sont pas... Vous n'êtes pas de CAP 2015. Au nom de quoi, de l'extérieur, on peut exiger qu'on change de dénomination? Nous sommes les seuls, nous qui sommes dedans, à être en mesure d'apprécier si il faut changer de dénomination ou pas. Et jusqu'à présent, nous ne l'avons pas fait parce que nous estimons que ce n'est pas l'essentiel. C'est tout. Par contre, il faut se mettre ensemble pour que... C'est un véritable défi qui vient d'être lancé au peuple. C'est un défi. On veut nous faire dire que les réformes telles que nous les souhaitons ne sont pas indispensables, que ce n'est pas la solution, ce n'est pas ce que le peuple veut. La même méthode chaque fois, on vous demande aussi de changer de stratégie.
Ben oui, je suis d'accord. On va changer de stratégie. Et changer de stratégie sur ce point précis, c'est construire ce mouvement-là dont les engagements sont très simples et très clairs. Obtenir les réformes. Après les réformes, basta. Chacun va casser ses occupations. Voilà. Toujours par rapport à ces réformes, Madame Adjamagbo, on a appris, le Ashkroun a adressé des invitations à certaines formations politiques à prendre part à un atelier de réflexion et d'échange sur les réformes politiques institutionnelles et constitutionnelles. Est-ce que vous avez reçu au niveau de la CDPA cette invitation du Ashkroun? Nous avons reçu cette invitation et je trouve vraiment édifiant la coïncidence entre cette initiative du Ashkroun et la sortie du président de la République. Nous avons reçu l'invitation et nous sommes posés un certain nombre de questions. Qu'est-ce que ça veut dire, cette initiative? Est-ce qu'elle veut dire que on accrédite la thèse de la caducité de l'accord politique global, le dernier accord politique global qui lie la classe politique et dont les clauses n'ont pas encore été mises en application? Oui, toutes ces coïncidences-là sont malheureuses. Il y a la sortie de M. Maganawe, il y a l'invitation, il y a la sortie du chef de président. l'État. Voilà. Donc, c'est la première question que nous avons posée au Ashkroun. Nous avons répondu. Et nous lui avons demandé de nous éclairer sur ces points. Ça veut dire quoi? Quelle est la place? Quelle est la place de l'APG? Parce que sans l'APG, aujourd'hui, le Ashkroun n'aurait pas vu le jour. Donc, ce serait illogique qu'aujourd'hui, le Ashkroun se trouve dans une position qui voudrait dire que l'APG est mort. On va permettre à nos auditeurs on a beaucoup. Ok, c'est dommage. C'est dommage que nous n'ayons pas le temps. On va revenir sur ça, mais on va permettre à ceux qui nous écoutent de vous poser certaines questions. On a Komla en ligne. Monsieur Komla, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Moi, je voudrais rappeler à Madame Brigitte que si le prix à payer pour pouvoir avancer, c'est de dissoudre le CAP, il faut le faire. Pour élargir le mouvement aux autres. C'est-à-dire, faire en sorte qu'on puisse retrouver, même s'il y a le retrouver des gens comme Jikris Olympio, les Agboibo, le Paul Ninovi et autres. Mais il faut le faire. Quand vous vous accrochez seulement au CAP 2015, CAP 2015, tout ça, ça n'avancera pas. Faites en sorte qu'on puisse retrouver tout ce beau monde-là. Et ça va aller. Ok. Bon. On a compris à vous comme là. On a Thomas qui est en ligne. Thomas, bonjour. Oui, bonjour, Gigant. Oui, c'est le président du BAC, Thomas Kokoun-Sokwe. Le président du BAC. Ok. Je salue ma soeur Brigitte Adjamagbo. Bonjour, monsieur. Bonjour, donc... je voulais tout juste vous appuyer en faisant comprendre à la population togolaise que l'heure a sonné pour que nous tous, nous levons comme un seul homme pour dire à Fogna CBA Uni de faire les réformes. Tout ce que le président est en train de dire aujourd'hui, ce n'est nulle part écrit que c'est les intellectuels, les universitaires qui vont faire les réformes. C'est à lui de faire les réformes, c'est ce qui a été dit. Qu'il n'évite pas de prendre ses responsabilités. Il faut que le CAP 2015 et les autres formations politiques de l'opposition se retrouvent rapidement pour qu'on mette un mouvement national en place afin d'appeler le peuple togolais à une révolution. Non, alors monsieur le Président, on n'a pas besoin d'une révolution, c'est le mot est trop dit, peut-être un regroupement pour conduire ensemble ce projet de décentralisation et aussi réclamer les réformes, mais pas la révolution chez Motogo. Kokou, bonjour. Allô, Kokou? 22 21 80 49 92 02 80 63. Bonjour. Bonjour. Et qui est journée? C'est Kokou. Kokou, vous êtes en direct. Bonjour madame. Bonjour monsieur Kokou. Si
s'il vous plaît, madame. Pour dissoudre le CAP 2015, est-ce que c'est ça qui est nécessaire? Si le CAP 2015 doit être dissous, il faut aller à une rencontre et créer ce que vous voulez d'abord, non? Est-ce qu'il faut être dehors et dire de dissoudre le CAP 2015? Merci beaucoup. Merci à vous, Kokou. On prend Maurice. Maurice, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oh, je vais bien, merci. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Merci, je remercie madame. Moi, je reviens sur la question des réformes. Au contraire, selon moi, la déclaration du chef de l'État devait être prise à bras ouverts. Parce qu'on se rappelle que les politiques, c'est-à-dire les élus du peuple, ne sont même pas entendus à l'Assemblée nationale pour opérer ces réformes. Et bon, je ne pense pas qu'on peut se mettre aussi dans la méfiance tout le temps. On peut faire confiance quand même à nos universitaires et à la société civile. Donc, je pense que pour aller plus vite, on peut faire confiance aux universitaires, à la société civile qui va débattre pour proposer des pistes. Et si on se méfie de ces universitaires, de la société civile, on peut aussi se méfier de la population qui peut être manipulée à tout temps. Je serai tout, Boris. Merci pour les 4 questions. Et pour, comme là, madame dit, dissoudre CAP, si c'est le prix à payer pour qu'on ait quand même les réformes, dissoudre CAP, élargir quand même le creuset à d'autres acteurs, comme j'ai écrit, Sabouébo, le Pont Ninevi, il faut le faire. J'ai 2 réponses à donner à M. Komla. Je comprends sa préoccupation. Nous voulons tellement que les choses changent dans ce pays. Et il a bien compris qu'il faut un vaste mouvement. Ce vaste mouvement, nous avons voulu l'essayer. Mais il n'a pas pu embrasser davantage de partis que ceux qui sont dans CAP 2015. Au départ, nous étions 10. Aujourd'hui, nous sommes 4 partis. Pour certains 3. De CAP 2015. Pour certains 3, parce que pour l'UDS, c'est vrai, pour certains, il est là, de nom. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous êtes en train de dire. Mais ce que je voulais faire comprendre, c'est que l'existence de CAP 2015 ne peut pas empêcher, ne peut pas être un obstacle à la création d'un vaste mouvement. Parce qu'il s'agit de regroupements de nature différente. CAP 2015, les partis de CAP 2015 ne peuvent pas refuser de s'associer à ce vaste mouvement s'ils voyaient le jour. Et d'aucuns pensent que le chef de file de l'opposition, dont le parti est membre de CAP 2015, devrait jouer un rôle. Là aussi, nous disons, d'accord, mais de grâce, c'est précieux ce que nous sommes arrivés à construire. Il ne faut pas le banaliser. Seuls ceux qui n'ont pas consenti les sacrifices que nous avons consentis peuvent le banaliser. Seuls ceux qui ne savent pas l'utilité de CAP 2015 pour notre lutte peuvent le dire. Donc je veux rassurer mon frère Komla. D'accord, nous allons construire le mouvement, mais ce n'est pas antinomique. Bon, pour le concours, c'est vrai que lui il ne voit pas qu'on va dissoudre le CAP 2015, mais pour le président du BAC, c'est vrai qu'il a interpellé tout le monde à ce que vous réunissez pour obtenir les réformes, que nulle part il n'est écrit que c'est les intellectuels universitaires qui vont faire ces réformes, que c'est le chef de l'État même qui doit opérer ces réformes. Je veux remercier mon frère, président du BAC, qui comprend lui aussi les enjeux et lui dire que nous sommes tout à fait disponibles à faire ce qu'il faut pour que ce mouvement voie le jour. La CDPA aussi s'engage à faire ce qu'il faut pour que ce mouvement voie le jour. Mais Gildas, pourquoi est-ce que le terme révolution vous fait peur? Ça ne devrait pas vous faire peur. C'est une réalité de la vie des peuples. On a vu dans l'histoire, beaucoup de peuples ont dû passer par là. Ce n'est jamais le souhait de personne.
Ce n'est jamais le souhait de personne. On veut des élections. Peut-être que vous le faites pour conjurer le sort, pour que... Parce qu'on vu la révolution n'a apporté rien de bon après. Parce que l'après-révolution est toujours difficile à gérer. Oui, donc, mais il y a aussi des révolutions pacifiques. Hein. Il y a aussi des révolutions pacifiques. Et quand un peuple a le dos au mur, bon... Il peut. D'ailleurs, personne ne décrète. Oui, on ne le souhaite pas. Personne ne le décrète. On va répondre à notre ami Maurice. Pour Maurice, lui, il ne comprend pas pourquoi vous tirez à boulet rouge sur le chef de l'État. C'est vrai que cette déclaration, vous devez quand même l'accepter les bras ouverts. Du moment où les députés même ne se sont pas entendus sur le sujet, donnons confiance aux universitaires, sociétés civiles, pour élaborer des pistes de solutions. Oui, je le comprends. Mais je vais lui dire que nous sommes en politique et que vous ne devez pas a priori faire confiance. Surtout lorsqu'on connaît ce régime. Surtout, et je l'ai rappelé tantôt, on a vu la position qui a été prise à Accra sur cette histoire de réforme. On a vu comment le flou qui a entouré les propos du chef de l'État, qui n'a pas voulu dire à nouveau explicitement « je suis contre » la limitation de mandat, vous ne l'aurez pas, mais qui a laissé entendre que ça pourrait ne pas être une bonne chose pour le Togo, alors que les Togolais savent déjà que c'est une bonne chose. On sait la capacité de ce régime à manipuler, à instrumentaliser, à faire en sorte qu'il retombe sur ses pieds. En responsable politique que je suis obligé de ne pas faire confiance de manière béate. Je suis obligé. Au contraire, je dis que nous devons redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance face à ce processus-là qui vient d'être... que le HCRU nous veut initier et face à tout ce processus-là, vous dites que on devait inviter aussi les forces armées togolaises. Vous avez dit qu'on doit adresser une bonne invitation à l'institution chef de file de l'opposition. Quand moi je vois la composition, 2015, vous avez soulevé cette question, cette réclamation sur l'invitation du HCRU. Oui. On a fait des observations parce que effectivement, quand on voit la composition des participants, ça nous a rappelé la conférence nationale souveraine. On s'est dit c'est peut-être une mini-conférence qui veut se faire. Nous, on considère qu'ils sont de bonne foi, que le HCRU est de bonne foi. Mais si le HCRU est de bonne foi et que le HCRU veut bien faire les choses, comment peut-on mener des débats aussi importants alors qu'on invite toutes les institutions, on invite les composantes de la société et qu'on met de côté notre armée dont on sait le rôle dans la vie politique. Notre armée doit pouvoir participer tant est qu'on veut instaurer un débat. Il faut qu'elle soit partie prenante et qu'elle adhère aux réformes que nous allons effectuer et nous ne comprenons pas. Donc c'est pour ça que vous l'invitez. Et ce que nous disons, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Si on veut bien faire les choses, il faut organiser de manière inclusive. Il faut un comité d'organisation. Voilà, le chef de l'État vient de parler d'universitaires. Et nous voyons sur le programme qu'on a prévu que des universitaires interviennent. Qui choisit ces universitaires? Qui sont ces universitaires? On ne va pas aller se livrer pieds et mains comme ça dans une instance sans savoir les tenants et les aboutissants. Merci à vous, Madame Brigitte Kaffi-Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale de la CDPR, présidente du CAP 2015 de travail que nous dans cette émission. C'est fini pour aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par ASCOR. Pour ce rendez-vous de l'information, bonne journée chez vous.